merci beaucoup pour cette transition sur le problem solving avec OBA. Du coup, j'ai pas besoin de la faire, c'est très bien. Donc on va parler du problem solving de manière générale et on va faire un petit focus sur le A3 qui est un outil justement de résolution des problèmes. Je vais commencer par vous présenter un petit peu ce qu'on va... Je vais passer très rapidement, je reviendrai dessus plus tard. On va commencer par s'intéresser donc... On a un problème. On va commencer par l'identifier et le signaler. Management visuel, je signale. Ensuite, on va le prioriser et le traiter. Au cours de traitement, on va parfois se retrouver dans des situations différentes. Il peut être bloqué, auquel cas il va falloir escalader. Il peut être trop complexe, il peut être résolu définitivement directement, ou alors il peut être résolu temporairement. Par là, je veux dire que le problème, 2 semaines plus tard, il va revenir. Dans un cas d'un problème complexe ou d'un problème résolu temporairement, on va aller commencer à faire des katas, et en particulier le A3. On va passer par des méthodes d'analyse de la cause racine, et cette cause racine, on va pouvoir la traiter elle-même. On ne va pas oublier de monitorer, pas vrai Yannick? Il va faire une session après là-dessus. Donc je commence. Mes obstacles, d'abord je les gère et je les résous. On va commencer par de l'identification. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir identifier un problème? Quand est-ce que vous identifiez des problèmes dans votre vie de tous les jours, dans des projets? On peut dire tout simplement « Salut, j'ai un problème ». Au cours des cérémonies, désolé, je fais aussi mon quota de Scrum, mais tout simplement, vous êtes en daily, vous êtes en rétro, vous identifiez des problèmes, vous identifiez des blocages ou des obstacles, vous pouvez le dire. Et puis en suivant les indicateurs. On a parlé tout à l'heure du fait qu'en suivant des indicateurs, on pouvait voir des choses qui n'étaient pas normales, des obstacles, des goulots d'étranglement. Tout ce type de choses-là peuvent être vues dans les indicateurs, et c'est les indicateurs qui vont nous permettre de nous concentrer sur des tâches qui sont par exemple plus longues que ce qu'elles devraient être, ou ce type de choses. Une fois qu'on les a identifiés, management visuel, très joli schéma pour ceux qui reconnaîtront de Kousseï et de Yannick, avec l'orthographe très approximative de Kousseï. Moi je sais où. On va identifier nos blocages dans notre chaîne de valeurs et on va y dédier un tableau lui-même où on va pouvoir suivre nos différents obstacles. Vous remarquerez qu'on a quand même un tableau différent. Pourquoi on a un tableau différent? Parce qu'en fait, l'obstacle, c'est quelque chose, c'est à part, c'est différent. C'est pas une story, ça n'a pas le même cycle time. On parlait tout à l'heure d'identifier chaque type d'item pour pouvoir le traiter différemment. On a besoin de le traiter différemment pour plusieurs choses. Déjà, il faut le voir visuellement. Si on n'identifie pas les obstacles, on n'est pas capable de voir que ça nous saute aux yeux, tout simplement. Ah, j'ai un obstacle. Les blocages, en fait, très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous commencez à mettre les obstacles sur un comment. Le jour où vous allez décider de bien mettre en valeur vos obstacles, vous allez en avoir 10 qui vont sortir. Vous allez avoir 10 post-it rouges dans votre comment. Et très naturellement, tout de suite, vu que vous allez le regarder tous les jours, que vous allez vous imprégner de ces obstacles, très rapidement, en fait, il y a énormément d'obstacles qui vont se résoudre. Parce que les gens vont les voir tous les jours et vont se dire « Ah oui, c'est vrai, on a cet obstacle, on a ce blocage-là, et donc il faut que je le résolve. » Donc ça nous permet de le suivre. Ça nous permet aussi d'assigner la bonne personne. Si on a un obstacle et que personne n'y est assigné, et qu'on n'a pas une tâche dédiée pour ça, qu'il faut ramener jusqu'au done, personne ne va le prendre en fait. Et il va glisser sous le tapis, on va l'oublier, on va vivre avec, ça va être nos boulets, ça va se transformer en boulets, et du coup on va accumuler les freins. Enfin, un même problème peut engendrer différents blocages. Donc c'est bien de pouvoir gérer les dépendances. Sur mon tableau de problèmes en lui-même, sur mon tableau d'obstacles, je vais pouvoir identifier des obstacles unitairement qui, eux, peuvent être la responsabilité de plusieurs blocages dans mes tâches quotidiennes. Enfin, le fait d'avoir un type à part va nous permettre d'avoir des KPI dessus, de suivre des indicateurs, et Yannick vous en parlera très bien, c'est quand même assez central.
Ensuite, une fois qu'on les a identifiés, placardés, on va les trier. Le principe, c'est quand même de prendre les plus importants au début. Donc on va commencer par les prioriser, et ensuite on va pouvoir les dépiler. Pour les prioriser, on utilise un système qui s'appelle la matrice de Merrill-Covey, qui va permettre de prioriser les choses par urgence et par importance. Les choses urgentes et importantes, c'est évidemment celles qu'on va prendre en premier. Il y a le feu, quoi. C'est urgent, c'est important, il faut que je le traite tout de suite. Ensuite, on a les choses qui sont importantes, mais pas forcément urgentes. On va les traiter juste après. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'éviter plus tard d'avoir des problèmes. C'est tout ce qui est planification, anticipation. Si je ne fais pas mon planning, si je ne prévois pas mes absences, si je ne fais pas de l'exercice, etc., je vais avoir des problèmes par la suite. Ensuite, on aura tout ce qui est urgent, mais pas important. Vous allez dire, c'est un peu paradoxal, mais pas tant que ça. C'est le coup de fil super important, c'est pas urgent, mais de la part de la personne qui va vous appeler, ça va être urgent, par exemple. Et enfin, on va avoir tout ce qui est pas urgent, pas important. Bon, ça, soyons clairs, on ne le fait pas tout le temps. Même si on a parfois tendance à commencer par là, parce que ça fait plaisir et que c'est peut-être les choses un peu plus faciles. Mais en gros, c'est le nice to have. C'est certains coups de téléphone qu'il faudrait passer un jour, répondre à un mail, les personnes qui viennent vous voir et qui vous demandent de l'aide alors qu'ils auraient pu aller sur Google, ce genre de choses-là. Une fois qu'on a bien priorisé nos tâches obstacles, on va pouvoir les dépiler. Maintenant, comme tout système Kanban, vous allez me dire, ça aussi, ça peut être bloqué. Je suis dans mon tableau, j'ai une tâche en cours, et j'ai un blocage sur mon blocage. Ça commence à être le serpent qui se mord la queue. Du coup, en fait, quand est-ce qu'on va avoir des blocages sur un obstacle? Un obstacle, on ne peut pas le résoudre quand, par exemple, l'équipe ne peut pas le résoudre par elle-même. C'est-à-dire que l'obstacle, il va dépendre de quelqu'un d'autre. Il va dépendre d'une autre équipe, il va dépendre d'un manager, il va dépendre d'un contexte administratif, j'en sais rien, n'importe quoi. L'équipe en elle-même, elle ne peut rien faire. Et là, on a besoin de règles d'escalade. On parlait tout à l'heure, à plusieurs reprises, d'afficher les règles. Les règles d'escalade en font partie. Escalade d'un obstacle. Quand j'ai un obstacle, quand est-ce que j'ai le droit d'aller le remonter à un manager? Quand est-ce que je dois aller le remonter à un manager? Quand est-ce que je dois prendre telle action? Les obstacles, très souvent, on n'ose pas aller vers les gens, on n'ose pas les prendre en main. Et puis les autres personnes vont avoir tendance à dire oui, mais c'est pas mon problème. Donc, règle-le ton problème. Le fait d'avoir des règles d'escalade nous permet de dire ce problème-là ne dépend plus de moi, je ne peux rien faire dessus, il faut que tu m'aides. Nous l'avons défini ensemble, c'était un consensus, et donc maintenant je peux te l'assigner, cette chose-là. Je vais évidemment continuer à la suivre, c'est mon problème. Mais tu vas m'aider, tu t'es engagé dessus. Ces règles-là, elles doivent être clairement établies, et elles doivent être affichées sur le fameux mur des obstacles. Enfin, une fois qu'on les a résolus, on va quand même suivre le nombre d'obstacles qu'on a, la vitesse à laquelle on les résout. Est-ce qu'on s'améliore là-dessus? Très souvent, on résout les obstacles, et en fait on se rend compte qu'on en a toujours autant qui sont créés. Si je résous mes obstacles, mais que j'en ai d'autres qui se créent au fur et à mesure, c'est un peu dommage. J'ai toujours le même nombre de problèmes. Alors certes, j'en ai pas plus, j'accumule pas, mais au moins, je dépile, mais sans baisser mon nombre d'obstacles. Donc j'ai toujours le même nombre de problèmes. Ça veut dire que j'ai plusieurs raisons pour ça, plusieurs raisons possibles. Il peut y avoir, tout simplement, les problèmes reviennent. On en a parlé tout à l'heure. Les problèmes ne sont pas résolus, ils reviennent. Ou alors, je n'ai traité qu'un problème annexe. Et donc j'ai d'autres problèmes qui reviennent, qui sont liés, et que je n'avais pas eu. C'est seulement vraiment quand on met sur de la vraie gestion des causes racines qu'on va commencer à baisser le nombre de tâches bloquées au quotidien. Et donc, parlons de la résolution des problèmes, des causes profondes des problèmes. Ça fait un peu psychothérapie. Quand est-ce qu'on va utiliser ça?
je vous l'ai dit, il y a les problèmes récurrents. Quand est-ce que j'ai un problème récurrent? J'ai un problème récurrent quand je résous un problème, et puis 2 itérations plus tard, on revient et on dit « Ah, on a à nouveau le problème, il faut à nouveau le résoudre. » Bon, et en fait, c'est un problème qui va toujours revenir. Ça arrive, qu'est-ce qui a déjà eu ce type de problème ici? Merci pour les courageux. C'est quelque chose qui est classique. C'est pour ça que ça revient tout le temps et c'est pour ça qu'on a toujours le même nombre de problèmes. C'est une vraie source de frustration, ça. Les gens, ils se disent, ok, on a résolu, on a mis des efforts, on a pris des actions, mon truc, il revient. Deuxième truc, c'est problème trop complexe. Je suis en face d'un problème, enfin dans le monde, et je me dis, par où je l'attaque? Je sais pas. Je suis incapable de dépatouiller ce problème et de dire comment je peux le résoudre, je ne sais pas par où commencer, il faudrait faire une tonne d'actions et j'ai peur que si j'en résous une, je vais créer d'autres problèmes. On ne sait pas comment faire. Ça va un petit peu avec le fait de manquer de visibilité sur ces problèmes-là. Si je manque de visibilité, j'ai pas de recul, je suis dedans, très souvent on devient émotif sur les problèmes, parce qu'on n'a pas de recul, on manque de visibilité sur la chose. Il faut regagner de la visibilité. Du coup, c'est quoi la solution? Bien. La solution, déjà, si j'ai pas de visibilité, il faut que je remette les choses dans leur contexte. Je vais prendre du recul, je vais dédramatiser, je vais dégrossir le problème, je vais l'analyser tel qu'il est aujourd'hui, et ensuite je vais pouvoir l'attaquer. Ensuite, plutôt que de traiter des symptômes à chaque fois, qui fait que le symptôme il va revenir. Si je n'ai pas traité la maladie, le symptôme il revient. Ou pire encore, d'autres symptômes apparaissent. Ce qui fait qu'on résout un problème, on en a un autre qui apparaît, et c'est infini parce qu'on aura beau résoudre des choses, il y en aura d'autres qui viendront. Ensuite, une fois qu'on a identifié que ce n'était pas le symptôme, une fois qu'on a identifié la maladie elle-même, donc la cause racine, on va prendre des actions. On prend des actions, on dit qui est responsable de l'action. Encore une fois, si ce n'est pas une personne qui a signé au truc, on va avoir du mal à le prendre. On va le prendre à bras le corps. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on le fait? Quelles sont nos deadlines là-dessus? Comment on s'y prend? On a défini ensemble comment on s'y prenait. Enfin, c'est bien de prendre des actions, c'est bien de dire yaka, faucon, etc. N'empêche que si on ne vérifie pas qu'on les prend effectivement, ces actions-là, elles vont finir par revenir aussi. Tout simplement parce que on ne l'a pas suivi, donc on n'a pas pris d'action supplémentaire pour garantir que le problème ne reviendrait jamais. On n'a pas pris d'action faisant que on allait vérifier régulièrement que ces problèmes n'y revenaient pas. Tout ça c'est marrant, parce que ça ressemble vachement à ce qu'on fait en A3. Le A3, donc c'est un système que je vais expliciter par la suite. Ça prend du temps, le A3. Donc, quand vous avez ce type de problème-là, qu'il faut creuser ou qui reviennent, qui sont récurrents ou que vous ne comprenez pas tout simplement, vous allez déclencher soit une rétrospective, soit vous vous dites, rétrospective classique, c'est quoi? Enfin, pas forcément classique, mais une rétrospective sympa à faire de temps en temps, c'est de dire à votre équipe, quel est pour vous le problème qui ralentit le plus l'équipe? Très souvent, on s'en rend compte, les équipes, 90% ou 80% de l'équipe va sortir le même problème ou ses symptômes. C'est quasiment à chaque fois. Et ensuite, on prend ce problème-là et on en fait un A3. Ou alors en kata. Parce que rétrospective, c'est quand même très scrum. Donc en moi, on va plutôt déclencher un kata. Un kata, c'est tout simplement une session de réflexion. Qui connaît un petit peu le principe du kata? Oui, Yannick. En gros, un kata, c'est en arts martiaux japonais, c'est le principe de répéter constamment les choses et de les faire de plus en plus complexes. Donc, on va réunir des personnes, on va prendre les personnes qui sont bien pour ce problème. Parfois, ça peut être des personnes extérieures à l'équipe. Hein. Très souvent, on a besoin de managers, on a besoin de l'équipe de test. Donc, on va prendre une personne des tests. On va prendre... Le but, c'est de réunir les gens et de brainstormer autour du A3.
Enfin, le kata n'est pas fait pour s'armer autour du A3. Mais une bonne solution à utiliser en kata, c'est le A3. C'est quoi ce truc? On en parle. Le A3 en lui-même. Bon, A3 c'est ça. Voilà. On y est. 1 à 3, en gros, c'est ce que j'ai défini avant en fait. C'est d'abord, je vais me remettre dans le contexte. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je veux aller? Ensuite, je vais essayer d'aller chercher ma cause racine. Des schémas compliqués parce que ça fait plus classe. Ensuite, je vais prendre un plan d'action. Il est génial leur plan d'action. Il est top avec un planning et tout, des personnes, des priorisations. C'est génial. Et surtout, je vais suivre mes résultats. Est-ce que mon problème s'est effectivement résorbé? Ici, ils avaient des problèmes de... C'est un truc hyper scientifique, technique et tout. Ils avaient des problèmes de certaines choses qui étaient trop là. Bah, ils en ont plus. C'est cool. Ça veut dire que le problème est résolu. Ça, c'en est un autre. Ils ont utilisé une source différente pour faire la résolution de la cause racine. Ils ont défini bien le contexte, le process actuel, ils ont défini un plan et ils ont mis le résultat, le nouveau process auquel ils sont arrivés. Est-ce que effectivement ça a résolu mon problème? Oui, non, etc. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Le A3, il se divise en 7 sections. Première partie, ces trois-là, ça va être de définir le contexte. On a une partie background. Background, c'est... En gros, le principe du background, c'est de dédramatiser. C'est pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là? Et dans quel contexte est-ce qu'il est apparu? On dégrossit, on remet les choses à plat et on prend du recul, surtout. Ensuite, dans quel état est-ce qu'on est aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on va essayer justement de défaire, de démêler ce sac de nœuds. On va prendre les choses, on va les mettre à plat, on va faire un schéma. Et faire des schémas là-dessus, c'est vraiment bien. C'est hyper visuel en plus. Et ça permet de visualiser le problème et d'en voir tous les aspects. Et surtout, on va prendre les données du problème et on va le quantifier. Avoir des chiffres, c'est très important. Pourquoi c'est hyper important d'avoir des chiffres? Parce que ça permet de dédramatiser, tout simplement. Très souvent, quand on arrive en rétro ou en kata, qu'on commence un A3, il y a la moitié de la salle qui est en mode c'est la fin du monde, c'est horrible, on est dans une situation impossible. Et l'autre moitié de la salle qui dit je ne comprends pas pourquoi je suis là, il n'y a pas de problème, on fait une réunion pour rien, réunionnite, etc. Mettre des chiffres, ça met tout le monde d'accord. On est sur une même base de réflexion. Donc c'est super important et je n'insisterai jamais assez sur les chiffres dans un A3. On va aussi se rappeler quels sont les contournements existants s'il y en a. C'est-à-dire, j'ai un problème, très souvent, quand on a un problème, les gens ont déjà trouvé une méthode de contournement. Loin d'être idéal, sinon on ne serait pas là, mais on a des solutions de contournement, des soins palliatifs. Une fois qu'on a ça, on va définir où on veut aller. Si je ne sais pas où je veux aller, je peux continuer pendant des années. Je vais toujours vouloir m'améliorer en fait. Je vais jamais avoir résolu mon problème parce que je ne serai jamais satisfait. Quels sont les objectifs à atteindre? Et surtout, les quantifier. Et du coup, je peux mesurer mon delta. Combien je vais gagner? Combien je perds actuellement en constant? Et combien je vais pouvoir gagner? C'est bien de transformer ça en dollars, parce que derrière, quand vous allez l'afficher sur le mur et que vous allez ramener des managers dans la salle, vous allez leur dire, t'as vu combien tu perds là? Ça leur parle aux managers. Une fois que j'ai fait ça, mon problème, il est là. On connaît le contexte, on est tous d'accord sur le contexte, tout va bien, on va pouvoir commencer à creuser. On creuse, je reviendrai sur les méthodes d'analyse des causes racines, plus tard, parce que c'est un truc en soi. On va trouver donc ces causes racines, la maladie, tout simplement. Une fois que je connais ma maladie, j'en parle rapidement, mais c'est quand même assez un peu le truc qui prend le plus de temps. Une fois que je connais la maladie, je vais prendre des actions, je vais assigner des personnes responsables à ces actions, je vais définir une roadmap avec des deadlines,
Et si jamais on n'en a pas actuellement, ou si on en trouve des meilleurs, les actions palliatives. Les contournements à court terme, pour le temps qu'on finisse de prendre nos actions, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation, tout simplement. Une fois qu'on a ça, on définit une méthode de suivi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un mur entier pour mettre nos A3? Parce que les A3, ils vont rester là 2 semaines, 1 mois, 6 mois, en fonction de la roadmap que vous avez définie. Et pour vérifier que les problèmes n'y reviennent pas, il faut que les A3 ils restent là. Il faut que vous les ayez sous le nez constamment pour vérifier qu'on n'a pas de nouveau ces problèmes-là. On fait des schémas, on quantifie le résultat, on vérifie qu'on atteint notre objectif qu'on avait lui-même quantifié. Et enfin, peut-être qu'on n'avait pas eu la réponse tout de suite. C'est quand même hyper dur, en une session avec 4 personnes, d'avoir la science infuse. Donc il y a probablement des actions qui sont à prendre a posteriori, pour vérifier qu'on n'aura pas le problème. Je ne sais pas, faire une documentation, rajouter la question au FAQ, rajouter un point dans la definition of done, dans la definition of ready, dans ce que vous voulez. Changer les règles d'escalade. Et on tire des conclusions. On apprend de nos erreurs. C'est l'agile. Pour revenir sur les root cause analysis, je refais un point sur, en général en Kanban, un des principes du Kanban, c'est quand même de partir d'où je suis et de s'améliorer au fur et à mesure. Je prends l'état dans lequel je suis et j'essaye de m'améliorer à partir de cet état. On va essayer d'éviter, quand on fait un A3, de commencer avec des problèmes super compliqués quand personne n'a jamais fait un A3. On va commencer avec des méthodes simples. La méthode la plus simple de root cause analysis, c'est les 5 pourquoi. Est-ce que il y en a qui connaissent le Jefferson Memorial? Ouais, cool. C'est un bâtiment. Ce Jefferson Memorial, à une époque, ils ont eu plein de problèmes parce qu'ils tombaient en ruine. Du coup, ils ont fait, je ne sais pas s'ils ont vraiment fait là, ces 5 pourquoi, mais prenons l'exemple des 5 pourquoi. Ils ont dit pourquoi est-ce qu'il tombe en ruine? Bah parce qu'il est nettoyé souvent. Pourquoi est-ce qu'il est nettoyé souvent? Parce qu'il y a les oiseaux qui font leurs besoins gentiment sur le Jefferson. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'oiseaux qui font leurs besoins au-dessus? Parce qu'il y a plein de petites araignées dans le Jefferson Memorial, donc tous les oiseaux, ils aiment bien venir dans le coin. Pourquoi il y a autant d'araignées? Parce qu'il y a énormément de moucherons que les araignées aiment bien manger. Où est-ce qu'on va? Pourquoi il y a des moucherons? Parce que les moucherons, au crépuscule, sont attirés par la lumière. Or, le Jefferson Memorial, tous les soirs, au début du crépuscule, allumait ses lumières. Donc en fait, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de reculer l'allumage des lumières d'1 heure pour que le crépuscule soit passé, ne plus attirer les moucherons. Donc les araignées n'avaient plus de quoi manger, donc les oiseaux ne venaient plus manger les araignées, donc ils ne faisaient pas leurs besoins sur le Jefferson Memorial et il y avait moins besoin de le laver. Les 5 pourquoi? C'est hyper simple, ça marche dans beaucoup de situations, quand elles ne sont pas trop complexes. Parfois, on peut aller sur plusieurs raisons, on peut suivre plusieurs filons, ça peut être intéressant. Ou avoir plusieurs symptômes vers lesquels on va remonter. C'est des méthodes un petit peu plus complexes, mais ça se base sur la même chose. Bien plus complexe encore, on a le fishbone, déjà, qui lui se base sur des aires de compétences, des domaines. Donc on va prendre chaque domaine, on va regarder ce qui va et ce qui ne va pas, et on va se poser des questions sur ce qui ne va pas. Enfin, le cause-effect diagramme, ça c'est celui d'Uniberg. C'est un truc que tout le monde a, hein, le delay release. Et en fait, quand vous remontez la pente, on se rend compte que nos root causes, c'est toutes les mêmes. On n'arrive pas bien à estimer, on n'a pas de burn down, donc on ne visualise pas. Les responsabilités ne sont pas claires, enfin, bon, c'est le problème qu'on a tous, quoi. Mais quand on s'attaque à ça, c'est pas évident de dire d'où viennent mes problèmes. Il faut remonter la pente et ça permet d'identifier aussi les cercles vicieux.
les choses qui s'engrainent elles-mêmes. Donc ça, c'est le côté un peu... je commence à savoir faire du A3, et je vais commencer à me lancer sur des problèmes comme les releases qui sont poussées. J'en ai terminé. Maintenant, ça, c'est si jamais vous êtes un petit peu endormi pendant ma presse, parce que je suis particulièrement ennuyeuse. Je vous refais le process. J'ai un problème. Je l'identifie et je le signale. Ah, ils sont là, ceux qui n'ont pas suivi, en fait. Je l'identifie, je le signale. Je mets mon post-it sur mon tableau. Ensuite, je le priorise. Matrice de Meryl-Covey. Une fois que je l'ai priorisé, je peux le dépiler comme n'importe quelle autre tâche de mon tableau. Une fois que je suis en train de le traiter, plusieurs cas se présentent. Cas numéro 1, j'ai un blocage parce que ça ne dépend pas de mon équipe, donc j'escalade. Grâce aux règles d'escalade. Solution 2, c'est résolu définitivement, je suis content, tout va bien. Solution 3, c'est résolu temporairement, mon problème revient. Solution 4, mon problème est trop complexe et je me rends compte que je n'arrive pas à le traiter. Dans ces deux cas-là, je vais faire appel à des sessions de kata, de rétrospective, et je vais utiliser le A3. Le A3 permet de replacer les choses dans leur contexte, d'analyser la cause racine, de définir un plan d'action et de le suivre. Et une fois que j'ai fait ça, j'utilise des méthodes d'abord plutôt simples, ensuite peut-être un peu plus complexes, pour définir cette fameuse cause racine, et mon plan d'action, mon suivi, peuvent se faire en repartant dans ma boucle, tout simplement. Tout au long, on n'oublie pas de monitorer, parce que c'est super important, les indicateurs. C'est con que tu ne sois pas à la session juste après. Ouais, c'est con. Hein. Merci beaucoup.